à tous. Alors, pour amorcer la leçon sur la diversification du vivant, nous allons commencer par essayer de comprendre comment est-ce qu'une modification de l'expression des gènes de développement, c'est-à-dire les gènes qui contrôlent la mise en place de l'organisme, comment donc les modifications peuvent entraîner la naissance de nouvelles espèces et la variation dans les morphologies. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour comprendre comment fonctionnent les gènes de développement, les chercheurs travaillent souvent sur la drosophile, cette toute petite mouche des fruits. Donc on va essayer d'abord de comprendre l'anatomie de la mouche pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les gènes de développement. Alors l'anatomie de la mouche, c'est simple, on a une tête, le thorax qui porte les ailes et les pattes, et l'abdomen qui contient les viscères et l'appareil reproducteur de la mouche. On va essayer de voir comment ces différents segments, la mouche est un animal qui va se mettre en place par segments, comme nous aussi d'ailleurs, hein. Donc tous les animaux se mettent en place par segments. Alors un segment c'est quoi? C'est une tranche, hein. D'accord? On a des tranches. Et en fait dans le thorax on a 3 tranches. Donc on va essayer de comprendre comment tout ça se met en place. Dans l'embryon de mouche, on va avoir l'action de plusieurs gènes successifs qui vont permettre de mettre en place les différents axes. On a d'abord les gènes maternels qui sont les gènes bicoïdes qui vont permettre de mettre en place l'axe antéro-postérieur. Ensuite, nous avons les gènes dits gènes GAP qui, eux, vont permettre de faire une première grande régionalisation, c'est-à-dire on va déterminer la grande région qui va correspondre à la tête, au thorax, etc. Et ensuite, nous avons les gènes dits de segmentation qui vont permettre de définir la position des segments, c'est-à-dire telle cellule elle va être dans le premier segment, telle cellule va être dans le deuxième, etc. Donc on va ici avoir le positionnement des segments grâce aux gènes de segmentation. Mais ce ne sont pas ces gènes-là qui nous intéressent principalement aujourd'hui. Nous allons travailler sur des gènes de développement qui permettent la mise en place de caractères bien précis dans certains segments, et notamment la mise en place des pattes et des antennes. Vous avez ici une tête de mouche observée au microscope électronique à balayage. Donc là, vous avez son palpe qui permet de boire les jus de viande, les jus de fruits, etc. Et là, vous avez les antennes qui sont toutes petites. Bon, là, vous avez reconnu les yeux. Je ne vous fais pas un dessin. D'accord? Et bien parfois, dans les lots de mouches, on va observer des mutantes. Et certaines de ces mutantes, au lieu d'avoir des antennes, elles ont... Regardez, ça ressemble à quoi ça? Hop, c'est articulé, c'est en plusieurs petits segments et ça a des poils. C'est une patte. On a donc certaines mouches mutantes qui possèdent des pattes à la place des antennes. Donc là, clairement, on a un problème de développement. Le gène qui est responsable de la mise en place des pattes n'est pas censé fonctionner ici. Je vous rappelle que toutes les cellules de l'organisme possèdent tous les chromosomes, possèdent donc tous les gènes. Or, chaque cellule ne va exprimer que les gènes d'intérêt. Quel est l'intérêt d'exprimer le gène contrôlant la formation des pattes dans les cellules qui se trouvent normalement à la base des antennes? Ici, on a donc un problème dans l'expression d'un gène de développement. Nous avons ici une autre mouche qui possède elle aussi une anomalie. Donc une mouche normale, elle a son thorax en 3 segments avec une paire d'ailes et à l'arrière ce qu'on appelle une altère. Ça permet de l'équilibrer. Et bien ici, dans le 3e segment de la mouche, nous avons un problème d'identité du segment. Au lieu d'être un segment de 3e catégorie pour le thorax avec les haltères, nous avons un segment qui va être identifié comme un segment de type 2 au niveau du thorax, donc le T2. Ici, le segment T3 s'est identifié comme un segment T2 et a donc développé des ailes. C'est ce qu'on appelle les mouches ultra bithorax. Bithorax, donc elles ont 2 fois un segment thoracique, celui qui porte les ailes. Donc là encore, il y a un problème, il y a une anomalie d'expression de gènes de développement qui font que nous avons des mouches à 4 ailes au lieu de 2. Donc les chercheurs ont identifié ces fameux gènes de développement et donc sur le chromosome, vous avez ici un filament d'ADN en 3', 5'. On va identifier la position de différents gènes, chacun responsable de la construction d'une partie de l'organisme. Et nous avons ici par exemple donc le gène Antennapedia. Vous entendez quoi dans Antennapedia? C'est du latin. Antenne, pied. Ça vous dit quelque chose? Eh oui, celle-là, regardez. Antenne, pied, elle a des pattes à la place des antennes. Donc en fait,
souvent les gènes sont identifiés par rapport aux mutations qu'ils déclenchent et portent le nom de la mutation. Donc ici, Antennapedia, ce gène-là, porte le nom de sa mutation, de son anomalie, c'est-à-dire qu'il s'exprime normalement dans cette partie du corps, donc sur les segments plutôt thoraciques. Il va être responsable de l'apparition des pattes, sauf que souvent ce gène présente une anomalie d'expression et au lieu de s'exprimer uniquement dans les segments du thorax, il va s'exprimer dans les segments de la tête et va provoquer l'apparition des pattes au lieu des antennes. D'où son nom d'Antennapedia. Il porte donc le nom de son anomalie d'expression. Ici, nous avons l'ultrabithorax qui doit s'exprimer normalement donc dans cette zone. Et un défaut de fonctionnement du BX va donc provoquer l'apparition d'un troisième segment de même nature que le deuxième. Donc nous avons comme ça plusieurs gènes de développement qui ont été identifiés. Et ils sont donc tous responsables de l'expression d'une partie de l'organisme de la mouche. Donc on va retrouver ici sur la mouche adulte les différentes parties codées par les gènes. Alors, si on a identifié des gènes de développement chez la drosophile, on en a également identifié chez nous, les vertébrés tétrapodes, et là, chez la souris, nous avons identifié ce qu'on appelle donc des complexes OX. Chez la drosophile, on dit le complexe homme, et chez les vertébrés tétrapodes, nous avons donc chez la souris ici 4 complexes A, B, C, D, qui possèdent également des gènes de développement responsables chacun d'une partie de la mise en place de l'embryon. Alors, on peut se demander si les gènes de développement de la drosophile et des vertébrés tétrapodes, ici de la souris, ont une origine commune. Donc, face à un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la méthodologie. Allez, on y va. On a un problème. Donc, les gènes de développement ont-ils une origine commune? Pour répondre à un problème, on va déjà faire une observation. Alors, qu'est-ce qu'on va observer pour répondre à ce problème? C'est simple, on va faire une expérience. On va donc essayer d'insérer des gènes de développement de drosophile chez la souris. Et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme expérience? On a dit, on récupère le gène OXB6 ici, de la souris, on travaille sur celui-là. On va faire des micro-injections de ce gène OXB6 de souris dans un embryon de drosophile non segmenté, il n'est pas encore organisé. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On laisse la drosophile se développer. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? On obtient une drosophile, mais cette drosophile, elle a des pattes sur la tête. En l'occurrence, on obtient celle-là. Tiens, celle-là nous dit quelque chose, on l'a déjà vu. Oui, celle-là, c'est une mutante. Elle a le gène Antennapedia qui ne fonctionne pas au bon endroit. Donc, hypothèse. Eh bien, là, voilà notre hypothèse. Antennapedia et OXB6 auraient une forte ressemblance de codage nucléique. Nous aurions donc un code ADN très proche l'un de l'autre, puisqu'on prend un gène OXB6 de souris, et il est, lui, exprimé par la drosophile, puisqu'il est responsable d'un caractère chez la drosophile. Ça prouverait donc bien qu'on a une origine commune. Il faut donc aller vérifier si le codage d'Antennapedia et OXB6 est proche. Et pour ça, on va travailler sur Anagène. Pour ce faire, j'ai ouvert sur Anagène le fichier box B6, c'est-à-dire le gène B6, ici j'ai son codage, pour l'homme, la souris et la drosophile. Donc ici j'ai une séquence de nucléotides. Or, vu comme ça va être difficile de comparer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter la séquence. Donc je sélectionne mes 3 séquences nucléotidiques, je fais traiter, comparer les séquences. Alors il me demande comparaison simple ou alignement avec discontinuité. Si je fais une comparaison simple, j'aurai des pourcentages de distance entre les gènes. Si je fais un alignement avec discontinuité, il va me donner les pourcentages d'identité. Et c'est ce qui m'intéresse, l'identité. J'ai donc ma deuxième fenêtre qui s'ouvre en bas, ici. J'ai ma comparaison avec alignement. J'ai donc ici ma première ligne OX B6 de l'homme. J'ai sa séquence nucléotidique. Et dessous, j'ai B6 souris et B6 drosophile. Chaque petit tiret signifie identité et à chaque fois qu'on a écrit ici C, j'ai C à la place de G, etc. Donc chaque code que je vois me signifie qu'il y a une différence. Alors encore ici, c'est compliqué, je ne vais pas m'amuser à compter toutes les différences ou les identités. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je sélectionne la ligne qui m'intéresse par rapport à la souris. Ici, la souris, je voudrais la comparer avec l'homme. Donc j'ai sélectionné ma ligne souris.
je vais faire I pour information. Et sur la fenêtre, on me dit voilà, sur la séquence d'ADN alignée, sur 180 bases, sans compter les discontinuités, j'ai 170 bases identiques. C'est-à-dire que j'ai 92,2% d'identité entre qui? Entre l'homme que j'ai mis en référence et la souris. D'accord? C'est marqué ici B6 souris. Je suis en référence avec ma première ligne. D'accord? Donc là, je peux dire qu'entre l'homme et la souris, j'ai 92,2% d'identité. Si je regarde pour la drosophile, information, j'ai 83,3% d'identité. Alors vous allez me dire, ok, c'est bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Avec tout ça, il faut construire ce qu'on appelle une matrice des identités. Donc c'est un tableau où on va marquer les pourcentages d'identité entre deux individus d'espèces différentes. Alors pourquoi j'ai mis des slash ici? Parce que je ne vais pas mettre deux fois la comparaison entre Box Antennapedia de la drosophile et l'homme. Je l'ai ici. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre deux fois la même case. Donc, je vais en chaque fois choisir un gène en référence et je vais chercher le pourcentage d'identité avec les gènes des autres espèces. Et je vais pouvoir remplir mon tableau. Donc ici, j'ai choisi de travailler avec l'homme en référence. Alors, on va faire plus simple. On va prendre l'animal le plus évolué. On va commencer par regarder les identités avec la drosophile. Donc, je vais fermer ma fenêtre. Je n'enregistre pas. Donc ici, en première ligne, j'ai l'homme. Je vais demander à mettre la drosophile en première ligne, c'est elle qui va me servir de référence. Je dois donc sélectionner ma première ligne, Box Antennapedia de la drosophile, et je vais la monter en première ligne. Vous voyez, je l'ai montée là. Elle est en première ligne. Donc maintenant, c'est elle ma référence. Ce qui veut dire que quand je vais faire mes comparaisons, je vais pouvoir remplir ma première ligne du tableau. J'ai Box Antennapedia en référence et je vais pouvoir remplir ma ligne. Je sélectionne toutes mes lignes. Donc j'ai cliqué sur les trois boutons. Je fais traiter, comparer les séquences. Alignement discontinuité, ok. Ça y est, j'ai donc traité mes séquences. J'ai ici en référence la drosophile, puis l'homme, puis la souris. Je vais donc sélectionner, hop, l'homme, information. L'homme a 83,3% d'identité avec la drosophile. Je commence donc à remplir mon tableau. Alors forcément, Box Antennapedia avec Box Antennapedia, je suis à 100%. Maintenant, la drosophile, donc le gène Antennapedia a 83,3% d'identité avec celui du B6 de l'homme. Je fais chercher pour la souris. Je choisis la souris. Information 81,7. J'écris dans mon tableau. Ma première ligne est remplie. Je m'intéresse maintenant en mettant l'homme en référence à la comparaison de l'homme avec la souris. Donc là, homme avec homme, je vais mettre 100%. On est d'accord. Je ferme ma fenêtre. Maintenant, je vais passer mon homme en référence. Donc en première ligne, j'ai le codage pour B6 de l'homme. Et je vais donc traiter, comparer les séquences en mettant l'homme en référence avec discontinuité. Et voilà. Donc maintenant, je peux prendre l'homme avec ma drosophile. J'ai toujours mes 83,3% d'identité. Donc homme avec drosophile, c'est fait, c'est là. Donc il me reste moi l'homme avec la souris. Je sélectionne la souris, identité. 92,2%. Je remplis mon tableau. Ma deuxième ligne de mon tableau est remplie. Il me reste maintenant à mettre la souris en référence et à la comparer avec la souris. En fait, j'ai pas besoin de le faire. Hein. Souris avec souris, ça fait 100%. En étudiant donc cette matrice des identités, je peux maintenant tracer l'arbre d'évolution pour les gènes OXB6. Alors, qu'est-ce que je repère tout de suite dans mon tableau? Que les deux espèces qui ont le plus fort taux d'identité, c'est là, la souris et l'homme. L'homme et la souris ont le plus fort taux d'identité. Ça veut dire que dans mon arbre d'évolution, ce sont les deux espèces les plus proches. Je vais donc pouvoir mettre ici, je mets en bas l'homme et je mets ici la souris. Pourquoi je mets l'homme en bas? Parce que je vais partir du moins évolué au plus évolué. Donc maintenant ici, j'ai souris et homme qui ont 92% d'identité. Donc forcément, je suis le plus loin de qui? De la drosophile. Je vais mettre ici donc la drosophile qui va avoir 81% d'identité avec la souris et 83% d'identité avec l'homme. Donc ici, on a la preuve qu'on a des gènes qui descendent d'un même ancêtre commun. Donc ici, je vais écrire gène ancestral. Et pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'il y a plus de 60% d'identité. Si j'ai plus de 60% d'identité entre deux gènes, c'est qu'ils descendent d'un même ancêtre commun. Si j'ai moins de 60% d'identité, ce ne sont pas des gènes qui descendent d'un même ancêtre. Conclusion à tout ça, eh bien notre hypothèse était juste.
OxB6 et Antennapedia dérivent d'un gène commun, ce qui signifie que tous les êtres vivants, par leur gène de développement, ont une origine commune et descendent donc tous d'un même ancêtre commun. Donc les gènes de développement sont vraiment très anciens. Ainsi donc, chez la drosophile, nous avons un seul complexe sur le chromosome numéro 3 qui va contrôler la mise en place des différents segments. Chez la souris, nous avons donc plusieurs complexes A, B, C, D, situés sur des chromosomes différents. Et on s'aperçoit qu'en fait, on va retrouver les mêmes gènes en plusieurs exemplaires. Alors, par exemple, le gène équivalent à LAB pour labial, il existe en 3 versions, A1, B1, D1, il n'existe pas sur C. On va avoir par contre DFD qui existe partout, Antennapedia qui n'existe pas sur le complexe D. Enfin bref, on a plusieurs exemplaires du même gène de développement chez la souris. On peut se demander comment. Alors ce complexe fait tout simplement partie d'une famille multigénique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une famille multigénique? Vous l'avez vu en première, je vous le rappelle qu'une famille multigénique, c'est une famille de gènes qui proviennent de la duplication de gènes et ces duplications ont été conservées. Et chez la souris, donc, nous avons eu, en plus de duplication des gènes, duplication de chromosomes. C'est pour ça que nous avons, à partir d'un gène ancestral, par exemple le bleu, nous avons eu duplication de gènes. On a vu donc apparaître 2 exemplaires du gène bleu. Mais en plus, on a eu duplication anormale de chromosomes et conservation. Alors parfois, même duplication encore sur un autre chromosome. Donc chez la souris, les complexes OX sont portés par les chromosomes 6, 11, 15 et 2. Ils possèdent chacun parfois plusieurs exemplaires du même gène. Et on a donc ici un complexe d'une famille multigénique. Il faut savoir que 38% des gènes chez nous, les humains, sont des gènes dupliqués. Alors, comment est-ce qu'on peut dupliquer? On revient aux leçons qu'on a déjà faites sur les anomalies au niveau des chromosomes. Donc, vous pouvez avoir un crossing over qu'on appelle inégal, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 2 chromatides qui se mettent bien l'une en face de l'autre et qui échangent bien le même matériel génétique, on en a une qui se positionne mal. On va procéder à un échange inégal et du coup on va avoir une chromatide plus longue que l'autre avec 2 exemplaires du même gène, ici le violet qui existe en 2 fois. Donc on va se retrouver avec cette méthode à avoir une duplication des gènes sur un seul et même chromosome. Alors parfois certains animaux sont vraiment très différents comme le poulet et le serpent et on peut croire qu'en fait ils proviennent d'énormes variations évolutives et en fait pas du tout. Quand on analyse les zones d'expression du gène OXC6, alors attention, on n'est plus en B6, on est en C6, chez un embryon de poulet, on s'aperçoit que ce gène s'exprime dans ces segments-là. Et chez le serpent, regardez, hop, la zone d'expression est beaucoup plus importante. Et en fait, ici, on est dans la variation d'un plan et non pas dans une invention. On a donc une augmentation de la zone d'expression d'OXC6 qui a provoqué un rajout de vertèbres et un allongement de l'organisme. Alors après, vous allez me dire, oui, mais elle n'a plus de pattes. Ah, il reste un petit bout là, ici, vous ne le voyez pas? Mais n'empêche que l'allongement de l'organisme n'est pas une évolution, un caractère qui est apparu. C'est juste une variation de l'organisation du plan des vertébrés tétrapodes. Alors pour comprendre un peu mieux cette organisation, nous avons ici la comparaison des zones d'expression du gène OXC6 et du gène OXC8 chez les embryons de poulet et de python. Alors chez le poulet, on constate que nous avons entre les membres antérieurs et postérieurs la zone d'expression de ces 2 gènes. OXC6 s'exprime plutôt vers l'avant, OXC8 vers l'arrière. Chez le serpent, on s'aperçoit que OXC6 et OXC8 ont la même zone d'expression et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de membre antérieur. Par contre, on a des pattes postérieures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans les 2 cas, les pattes postérieures se trouvent à l'arrière de la zone d'expression de OXC8. Chez le poulet, quand on regarde, la zone où on a à la fois OXC8 et OXC6, donc cette zone-là, c'est la zone des vertèbres. En fait, il faut avoir l'expression des 2 gènes en même temps pour voir les vertèbres apparaître. Chez le serpent, on s'aperçoit que la zone d'expression de C8 et C6 est agrandie vers l'avant. On n'a comme par hasard pas de membre antérieur,
Mais par contre, on a une augmentation du nombre de vertèbres et de côtes. Donc on a bien C6 et C8 responsables de l'apparition des vertèbres. Et pour voir l'apparition des pattes, ça se fera toujours à l'arrière de la zone d'expression de OX C8. Alors la diversification des êtres vivants, elle est due aussi non pas seulement à une modification de la zone d'expression des gènes de développement, mais également à une modification de l'intensité de l'expression des gènes de développement. Je m'explique. Ici, nous avons le membre d'une souris, donc humérus, radius cubitus et les os de la patte. Si on regarde comment s'expriment les gènes de développement à l'origine de ce membre, on va remonter donc dans la première phase, on a une zone d'expression du gène OXD13. On a donc au niveau du bourgeon à l'origine du membre la couche ectodermique, c'est-à-dire celle de la peau. Et dessous, on a toute cette zone dans laquelle OXD13 va s'exprimer. Quand on laisse le développement se faire, on s'aperçoit qu'on a toujours à l'intérieur du bourgeon une forte expression d'OXD13 et on obtient un membre. Si on regarde maintenant chez les poissons, on va avoir au démarrage la même chose, c'est-à-dire la couche ectodermique, la zone d'expression du gène OXD13 qui est la même. Par contre, quand on laisse le bourgeon se développer, on s'aperçoit que OXD13 est beaucoup moins exprimé dans un deuxième temps. Et comme par hasard, quand on a moins d'expression d'OXD13, on a donc moins de facteurs de transcription, la protéine D13, et ben voilà, on n'obtient pas une patte, mais on obtient une nageoire avec des rayons osseux. Donc ça a été étudié chez le poisson zèbre. Alors, chez la souris, il faut 2 jours pour mettre en place le membre. Et chez le poisson, il faut 4 heures. C'est beaucoup plus rapide. Bah, logique, hein, on a beaucoup moins de facteurs de transcription ici. Je vous rappelle que les gènes de développement codent pour des facteurs de transcription qui vont donc permettre la production d'ARN à l'origine de protéines, à l'origine de, hop, mise en place de différents caractères. C'est bon? On continue? On va observer donc sur le même principe l'expression d'un gène qui s'appelle BMP4 dans le mésenchyme du bec des oiseaux. Et ce gène est responsable de l'épaisseur, ici, du bec des oiseaux. Donc quand il est exprimé normalement, on a un embryon normal. Ici, on a fait des expériences chez le poulet. On a un embryon normal avec un bec de taille normale. Quand on provoque la surexpression, ici on surexprime, c'est-à-dire qu'on force l'expression de BMP4, beaucoup de facteurs de transcription. On va donc avoir une accumulation de facteurs de transcription dans la zone à l'origine du bec. Et comme par hasard, regardez, on va avoir un bec beaucoup plus épais que chez les pinsons classiques. Donc, dans nos populations de pinsons Geospiza fortis, là on les trouve aux îles Galapagos, ce sont les fameux pinsons de Darwin. On a au sein même d'une espèce, Geospiza fortis, une variation de l'épaisseur du bec. Et les individus, en fait, qui possèdent un bec épais, possèdent une anomalie. Ils surexpriment le gène BMP4, d'où un bec plus épais. Alors, on verra dans d'autres vidéos par la suite quelle est l'importance de ce bec dans l'évolution de cette espèce. Alors, pour en revenir aux pinsons de Darwin, nous avons donc 13 espèces différentes sur les îles Galapagos. Et on s'aperçoit qu'en fait, les différentes formes de bec de ces pinsons proviennent toutes d'une différence d'intensité d'expression du fameux gène BMP4 qui sert donc responsable, lui, de la mise en place de l'épaisseur du bec. Conclusion, tous les vertébrés possèdent des gènes de développement hérités d'un ancêtre commun. Concernant l'influence des gènes de développement sur la diversification des êtres vivants, donc la diversification peut être due à une modification de la zone d'expression d'un gène de développement ou encore à une variation de l'expression du gène de développement.